Adi Tilok, bon après-midi. Bon après-midi. C'est un vrai plaisir pour nous d'accueillir le podcast ici à UNDP Zodi. Merci à vous pour inviter moi. Alors, Adi, quand nous faisons un état des lieux de notre planète, malheureusement, nous trouvons qu'il y a une triple crise planétaire caractérisée par la pollution. Nous la terre, nous la mer, notre atmosphère, contenir une dose de produits chimiques extrêmement élevés qui dangereux pour nous, la santé. Nous aussi connaissons l'affaire qui appelle le changement climatique. Glaçons dans nos téléphones, niveau de la mer peut augmenter, dans Maurice, tout le monde la place peut disparaître à une vitesse grand V. Depuis qu'il y a un flash flood, depuis qu'il y a la sécheresse aussi. Donc, tout ça là, est encore plus grave parce qu'il nous peut vivre une 6e extinction de masse. Ce qui veut dire que des centaines de milliers d'espèces d'animaux peuvent disparaître, peuvent être extinctes. Donc, le tableau est un peu sombre, mais on va essayer quand même d'être positif parce que si nous avons envie de mener un combat, nous devons mener un combat avec l'espoir. Tout à fait. Ouais. Adi, moi, je suis content de connaître comment est-ce qu'il y a appel où? Est-ce qu'il y a un écologiste, un activiste ou est-ce qu'il y a un militant de l'environnement comment est-ce qu'il vous définit où? En fait, je m'occupe de tout ça à la fois. Je peux dire, pour englobe tout, c'est qu'il y a un citoyen engagé. Un citoyen engagé, c'est qu'il est engagé pour une cause. Il n'est pas nécessairement juste l'environnement ou l'écologie, il est capable de droit humain, c'est qui me cas, pour la cause des femmes, pour qu'il finisse avec la pauvreté, l'injustice, l'injustice environnementale ou sociale, et tout ça là à la fois. Et en fait, là, moi, ça compte. C'est l'occasion, en fait, pour que tout ça là, parce que tout ça là est guetté comme tout ça là lié, en fait. Donc, moi, un citoyen engagé. Ok, très bien. Alors, à la base, Adi est une historienne. Oui. Ok, et c'est une citoyenne engagée et qui se fait beaucoup entendre pour défendre différentes causes, notamment la cause environnementale. Et qu'est-ce qui nous a fait qu'il arrive, qui nous rapproche ou avec la question environnementale? Comment ça s'est passé en fait? Alors oui, moi, une historienne, et en fait, encore une fois, tous les deux connectés dans mon cas, tous les deux liés. Comme beaucoup Mauricien, moi, je suis une spectatrice de tout ce qui est arrivé, déroulé autour de moi, en même temps étudier l'histoire Maurice. Et arrive un moment, quand moi qui fait recherche, qui écrit, arrive un moment, je me dis, bon, j'ai besoin quand même des affaires qui interpellent moi, qui me trouvent extrêmement graves. J'ai besoin quelque chose que je connais faire, c'est-à-dire écrire. C'est une façon pour mon engagement, c'est-à-dire écrire. Et je déjà écrit avant, dans l'article dans la Gazette, mais spécifiquement dans l'environnement, c'était quand il y a un projet d'autoroute qui vous traverse la forêt, quand il y a énormément de flore et de faune indigène dans l'est du pays, et que s'il est arrivé pour moi, il était grave. Donc ça, c'était en 2004. Et que je écrit un article. Après, il y a un autre projet qui apparaît, qui vient, et c'était un incinérateur de déchets solides qui brûle en masse presque tout déchet solide Maurice. Le déchet solide, c'est un peu, pour simplifier les affaires, c'est ce qui nous avons eu mangé aux autres. OK? Et pour moi et les autres, c'est une véritable catastrophe. Comme un guet-lier, et à partir de ce que je déjà connais et comment faire recherche plus là, qui fait une catastrophe pour plusieurs raisons. Hein. C'est une raison économique, financière, environnementale et que la santé. Une bonne affaire qui est important de faire ressortir que si ça projet-là arrivé, nous sommes capables d'oublier cause réduction des déchets, surtout c'est plus nocif dans un certain sens, c'est-à-dire plastique jetable. Nous sommes capables de dire bye-bye recyclage, etc. Et nous connaissons qu'il y a des déchets verts qui Maurice peut produire plus, toujours ça, moi, c'était là, il y a à peu près 60%, à l'époque, il était presque 70%. Ça tient en 2007. Hein? Et si ce projet-là est arrivé, fini, hein? Nous sommes condamnés à perpétuellement alimenter en déchets. Alors, moi, c'était là, bien conscientiser la problématique des déchets solides et que les citoyens se comprennent donc qui fait tellement important pour qui tellement interpelle moi qui m'a écrit une série d'articles ça. Et
à la suite de ça, en 2010, j'ai créé Plateforme Maurice l'Environnement, à laquelle qui est un réseau, en fait, ONG et citoyens engagés, qui nous trouvaient qu'ils nous travaillent bien ensemble, nous créons ça, une plateforme. Et voilà, à partir de là, bon, tout est déclenché. Nous pas juste faire contestation, hein, ça est extrêmement important. Nous faisons beaucoup de plaidoyer aussi, beaucoup de conscientisation, etc. Tiens, un autre projet, ça c'est plus récent, il gagne 3 ans, disons, un grand projet immobilier dans le nord-est de Maurice, qui est une menace à la fois par l'écosystème naturel, par exemple par le wetland, mais aussi par la cave, et qui est aussi un risque amplifié, sinon créer inondation, qui nous connaît un grand problème dans Maurice, dans sa région-là. Et aussi, les derniers, ce qui restait, reste une forêt côtière de Maurice. Si ça énorme projet immobilier est arrivé, ça veut dire nous dire bye-bye le dernier forêt côtière. Et ça, quand nous connaissons qu'il nous perdit tellement de biodiversité, nous sommes un pays au monde que perte de la biodiversité, ce qui lie la flore, la faune, nous avons forêt, toutes nos espèces, fin un plus rapide au monde. Dans l'espace 300 ans, depuis qu'ils nous colonisaient, plus ou moins, cette destruction-là fin extrêmement rapide. Et donc, si là, nous pas Asie, mais les graves. Adi, intéressant, on peut mentionner la rapidité de la destruction parce que maintenant, une des statistiques là, qui vient complète un petit peu ce chiffre que tu as donné par rapport à une forêt originelle qui disparaît à plus de 98%. Et quand on écoute ce chiffre là, hein? Donc, selon une plateforme qui s'appelle Global Forest Watch, c'est une plateforme de la Banque mondiale, entre 1990 et 2005, Maurice a perdu 2000 hectares de natural vegetative cover. Ça représente 3000 terrains de football. Hein? C'est une statistique intéressante. Ça, c'est pour montrer, mon site la date 1990, pour montrer que sa destruction des écosystèmes là, il continue après l'indépendance. Hein? Donc, à cette une statistique, en 2000, 37% du territoire was under cover of trees, qui implique une forêt primaire, secondaire, etc., etc., etc. Et puis, en 2025, le chiffre est arrivé à 25%. On est passé de 37 à 25% de 2000 à 2025. Donc, en un quart de siècle, on a perdu 12% de nos forêts et de nos arbres en cours. Un dernier petit détail, ces 10 dernières années, Maurice a perdu 5005 hectares de forêt, qui représentent 7150 terrains de football. Donc, énorme. Tout ça, une déforestation-là, est dû en partie à l'urbanisation, est dû à l'extension des terres agricoles, et dû aussi à un projet économique, l'hôtel, etc., etc. Et intéressant de noter que la plupart des terres qui sont frappées par la déforestation sont des terres qui appartiennent à des propriétaires privés. Qu'est-ce que vous pensez, Lola? Écoutez, là, tu vois, c'est intéressant de faire un détour en arrière dans l'histoire. Parce que nous connaissons que Maurice, c'est un produit de la colonisation. Bon, finalement, les Hollandais, qui tout le monde connaît, c'est eux qui finissent nous dodo, par exemple. C'est une coupe de forêt humaine pour faire du bois, etc. Après, il y a un Français qui continuent à faire déforestation pour planter canne, mais pas uniquement, pour aussi produire manger, pour différentes raisons. Nous connaissons que la colonisation française, à la différence de la colonisation hollandaise et plus tard anglaise, c'était une colonie de peuplement. C'est-à-dire, finalement, un colon français qui vient établir Maurice et qui donne la terre, une concession énorme pour établir Maurice et qui tient pour mission essentiellement, alors c'était d'abord une colonie de la Compagnie des Indes orientales. Maurice tient Star and Key of the Indian Ocean à l'époque même, avant même qu'il appelle comme ça, parce que c'était un point d'arrêt essentiel pour un bateau qui peut venir depuis l'Europe, canal Suez pour exister, qui parle vers l'Asie. Et pour fournir donc ici, pour fournir un navire français en manger, par exemple. Vous êtes obligé de faire escale ici, en île douce, etc. Donc,
Ça, colonie de peuplement-là, veut dire qu'il y a, bon, encore une fois, déforestation, encore une fois, destruction de la forêt et de la faune, et à la suite de la prise de l'île par le ban anglais, qui déjà fait plante quand même, mais c'est tout pour faire la rade, disons, pour fournir de l'envie encore une fois. Là, il vit vraiment ce qu'on appelle une économie de plantation. Là, c'est à grande échelle comment se plante canne pour produire du sucre pour la Grande-Bretagne, pour faire du sucre. Du sucre vient des affaires recherchées dans le monde entier. Comme ça, on a les Antilles, par exemple, pareil, les Caraïbes, par exemple, pareil. Et en même temps, donc, colonisation de peuplement qui dit défrichage, agriculture, etc., veut dire ou besoin de main-d'œuvre, ou besoin de monde pour travailler. Ouais. D'abord l'esclavage, ensuite, indentured laborers, comment dire, immigrés indiens sous contrat. Alors, en même temps qu'il y a des affaires-là en même temps, c'est-à-dire qu'il y a sa colonisation-là, sa déforestation-là, il est arrivé pour une raison, mais il y a besoin de main-d'œuvre pour faire. Donc, on a un influx de population. Right? Un esclavé, il n'a aucun droit. Immigrants, non, indentured laborers, qui sont pas esclavés, mais ils quand même ont tout droit. Et qu'on a déjà création une grande inégalité à la fois économique et sociale. Et cette inégalité économique et sociale-là, ça perdurer les autres, ça encore existé. Donc, encore une fois, nous venons, donc on dit que c'est une forêt qui nous perdit récemment, c'est tout une forêt privée, mais c'est la continuation, en fait, de ce qui nous finit de dérouler ces derniers 300 ans-là. Et pourquoi qui fait l'histoire, mais est extrêmement important pour nous comprendre comment nous arrivons dans cette situation que nous sommes. Et donc, encore une fois, qui est tout lié, c'est-à-dire que nous pas à cause de l'environnement et l'écologie, sans cause sociale, nous pas capables cause situation de nos pays aujourd'hui, sans trouver la racine de qui fait nous dans cette situation-là. Et aussi, qui fait nous besoin comme ça, c'est que si nous on veut trouver une solution, nous besoin faire le bon diagnostic. Nous pas grave prendre des petites mesures qui pas sens grand chose en fait. Un des signes que j'ai trouvé, c'est que Maurice est quand même un pays, ce territoire terrestre qui est extrêmement limité. C'est un pays qui connaît justement, comme vous pouvez causer, une économie qui s'est déroulée à l'époque coloniale. Et cette économie-là, sa mode économique-là, il consomme nous ban la terre, il consomme nous ban ressources naturelles, et il aussi produit une inégalité. Okay. Est-ce qu'on peut envisager un développement économique qui ne produise pas ce genre de problématiques et d'inégalités? Oui, moi tout à fait pensé qu'il est possible, mais tu as content, encore une fois, les crévines est en arrière, cause quelqu'un qui fait la plupart mauriciens entendent ou connaissent, c'est Pierre Poivre. Ouais, okay? C'est-à-dire, il était là sous l'occupation française, okay? Pendant la colonisation française. Et Bantimou Koumali est tout courant laquelle il était appartenir, qui est le courant français, qui va être physiocrate, qui va amener une révolution française par la suite. Okay. J'ai trouvé qu'en fait, il y a un problème la pluie, il y a un problème la sécheresse, pas autant la pluie si il y a avant. Et que les temps d'étudier ces affaires-là, se trouvait c'est parce qu'il fait trop de déforestation. Et si il fait trop de déforestation dans les catchment areas, ce qu'on appelle les catchment areas, c'est une région qui est boisée et qui attire la pluie. Et aussi dans une réserve de rivières, et parce qu'il y a la pollution, déjà il y a la pollution, à l'époque, quand il y a une industrie qui tient là, oui, et aussi, de l'eau allait trop vite et il n'est pas resté. Donc, il écrit un règlement et qui est intéressant et qui fait mention de ça, qui s'appelle le règlement économique. OK? Pas naturel, c'est pas quoi, qu'il instaure les réserves, enfin, qui dit obligé d'avoir une réserve
c'est-à-dire la forêt, pas la forêt, pieds et végétation en général, des côtés berge la rivière, parce qu'il y en a une fonction essentielle pour l'économie, parce que si la pluie pas tombée, s'il y en a débordement, c'est une culture qui est affectée. Donc, vous trouvez, quand tout le temps on oppose l'environnement avec le développement, ou l'environnement avec l'économie, mais il est fausse, il est totalement fausse, parce que moi, me dire que l'économie est tributaire de l'environnement, et ça, c'est un exemple qui ferait montrer, et c'est pas nouveau. Parce que 18e siècle, là, parce que 1767, quoi. La plupart du temps, nous sommes ban politique, mais aussi ban opérateur économique, ban qui a un moyen de production, service à l'argument là. C'est-à-dire que ban écologiste, ban environnementaliste, oui, je compte développement, je peux bloc développement, je compte l'économie, oui, nous pas qu'à juste l'environnement, nous besoin aussi de l'économie. Mais en fait, tous les deux liés, et ça, est essentiel que tout le monde comprend, et essentiel que nous, dirigeants, à la fois économiques et politiques, comprennent. L'environnement bénéficie à l'économie. L'économie est tributaire de l'environnement. Si nous disons polluer, si nous l'air pollué, si nous la terre polluée, mais qui nous peut manger, qui nous peut boire, il n'est impossible. Donc, ça, c'est un lien qui est fondamental et que nous trouvons tout au long de l'histoire. Pour encore revenir là, nous cause Ebola. Avant, nous avons Covid. Right? Mais tout ça, qui n'est arrivé pendant Covid, l'économie n'a arrêté. Net. Qui fait? À cause d'une maladie qui affectait l'humain. Et que là, l'humain n'est plus qu'à travail, l'économie a arrêté. Donc, l'économie, les tributaires de l'environnement, puis de l'humain. Sans l'environnement, peine économie. Il est aussi simple que ça. Et les pouvoirs un petit peu plus compliqués, là, si on cause Ebola, qui fait propager, surtout là, et virus qui cause Covid, c'est-à-dire SRAS, les trous dans la forêt, et tellement fini dans la déforestation, tellement de monde vient près avec sa source de zoonose, c'est-à-dire une maladie qui transmet, qui des animaux et qui finalement, ceux des animaux viennent à du monde et du monde la propage. C'est aussi ce qu'on appelle mondialisation. C'est-à-dire tellement rapide pour sortir n'importe quel pays, l'Asie ou l'Afrique, pour venir Maurice ou l'Amérique. Ce qui nous dit un progrès énorme, et c'est vrai qu'il y a un progrès, mais comment les impacter la santé du monde et l'économie. À dire sa façon, parce que justement l'environnement qui, en d'autres mots, quand nous causons l'environnement, nous besoin d'une perspective holistique. Parce que tout le monde a fait des reliés. Donc, une explication bien raisonnable, parce que aux Nations Unies, nous avons un petit peu nos commandements qui sont les Sustainable Development Goals, qui visent à changer dans la vision du développement économique qu'on a pour arriver à déjà une meilleure compréhension des enjeux environnementaux. Et puis, pour qu'il y ait moins, ça m'a une injustice qui peut causer là, qui nous a fait. Moi, me dire, quand tu me dis moi développement, moi me dire, mais qui ne comprend pas développement? Qui ça veut dire développement pour nous? Est-ce que développement pour nous veut dire que tout le monde est capable de manger à toute faim, tout le monde a une qualité de vie qui ruine la santé et qui saine? Est-ce qu'il veut dire nous capables de continuer à des lots qui propres, and Sustainable Development Goals? Est-ce qu'il veut dire qu'il y a moins d'inégalités qui est possible dans le monde entier et dans un pays? Est-ce qu'il veut dire l'élimination de la pauvreté? Ça aussi, c'est notre objectif de développement durable, hein? C'est l'élimination de la pauvreté. Ou qui nous trouve aujourd'hui? C'est qu'il y a une inégalité peut augmenter. Au lieu de diminuer, ça peut augmenter. Nous pouvons continuer à perdre de biodiversité, nous pouvons continuer la pollution, enfin, tout peut empirer au lieu de diminuer. Et en fait, ce modèle de développement, ce modèle de développement qui finit adopté depuis colonisation française, même hollandaise, il n'est pas tellement changé. OK?
tout bas structure, propriété, la terre, par exemple. Il y a encore pareil, il y a une énorme inégalité, non seulement dans le revenu, mais dans la richesse dans Maurice. Il y a une concentration terrible de richesse à Maurice. Et si elle nous parle, il y a 17 objectifs de développement durable, et Maurice adhère à ça, parce qu'il fait partie des Nations Unies. Donc, il veut dire qu'il nous adhère à ça. Élimination de la pauvreté, réduction des inégalités, égalité entre les sexes, clean water and sanitation, etc. Pour moi, c'est ça, le développement. Pour moi, le développement, c'est pas quelque chose qui crée plus d'inégalités, qui crée la pauvreté, qui crée exclusion. Or, dans Maurice, ce que nous pouvons trouver, il y a des plus d'exclusion. Et pauvreté peut, inégalité et pauvreté peut augmenter. Vous connaissez, et là, je ne sais pas, on peut faire la Banque mondiale, qui loin d'être une organisation subversive ou même qui est bien sobre, etc. C'est un rapport en 2018 qui démontrait qu'à cause, et qu'il crée un lien, à cause du modèle de développement qui Maurice finit là depuis la colonisation, l'inégalité a augmenté dans Maurice. Il s'est trouvé qu'entre 2001 et 2015, bon, ben, date, il ne faut pas dire ça, que l'inégalité entre les plus pauvres dans Maurice et 10% de ménages plus riches dans Maurice, qui ont augmenté, vous ne connaissez pas combien? 37%. Pas 5%, pas 10%, 37%. C'est énorme. Alors, vous connaissez depuis quand on peut cause développement? Depuis tout le temps. Depuis tout le temps, on peut dire oui, grand progrès économique, miracle économique, développement, progrès économique, nous faisons la croissance. Nous faisons la croissance. Ça vient ça même. On va dire ça même qui amène le développement. Il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Quand on a sa qualité et l'inégalité qui augmente là, est-ce qu'on est capable de cause développement? Quand on a exclusion, des aujourd'hui, je ne crois pas quelque chose farfelu que je peux dire, les Mauriciens en général vivent là, qui les Mauriciens capables encore acheter la terre pour en donner la case autre. Tellement on a pris la terre, puis la case a augmenté parce qu'il y a tout focus le développement immobilier, et surtout immobilier de luxe, un terrain à bâtir, il vient presque haut de prix pour les Mauriciens. Donc, il crée exclusion. Tout ça va un énorme projet immobilier qui est fermé ou pas fermé. Les Mauriciens, la majorité des Mauriciens, ils ferment à ça, ils sont exclus de ça. Et qui entraîne beaucoup les autres problèmes. Par exemple, dis-le, pas trop longtemps de cela, finalement, ce qu'ils appellent l'émeute de l'eau, parce qu'il y a un quartier dans Maurice, un village, qui paraît de l'eau, qui coûte de l'eau par couler dans le robinet, en même temps, du monde bien en colère, parce qu'il y a un immobilier de luxe qui se gagne de l'eau à gogo. Donc, qui nous vision au développement? Pour nous, qui savait dire développement? Est-ce que c'est la croissance économique, nous GDP, nous PIB, uniquement nous besoin augmenter, mais qui fait? Pour qui ça n'a? Au bénéfice de qui? Moi, c'est mon grande question et je me tiens content que ce soit des gens qui disent qu'il y a un grand développement là, viennent répondre ça. Pour moi, ça, c'est le fondement de mon engagement sur les. Moi, ce qui me l'est, c'est que le développement fait au bénéfice de tout Mauricien et pas au bénéfice presque exclusif des petites minorités qui viennent des plus en plus riches et que les restes viennent pauvres. Moi, c'est pas ça. Moi, une dernière question que je me pose. La thématique pour World Environment Day pour 2026, c'est Inspired by Nature, for Climate, for the Future. Qui ça inspire vous? Moi, ce qui inspire moi, c'est que nous travaillons avec la nature, au lieu contre. Et aussi, ce qui est extrêmement important, nous avons un modèle de développement qui respecte du monde. Quand on met l'humain au sein du développement, il faut les livrer. Il ne faut pas les causer en l'air comme ça. Il faut effectivement éliminer la pauvreté, diminuer autant qu'il est capable l'inégalité, la discrimination et l'exclusion. Pour moi, c'est ça le développement. Et nous travaillons vers ça. C'est ma vision. OK. Une toute dernière question. Y a-t-il des raisons d'espérer? Ah oui,
et n'a raison pour espérer. Sinon, mon parti pour continuer, je dis, comme je trouve sa quantité de jeunes qui engagent dans l'environnement, des causes environnementales, aussi contre l'injustice, contre la discrimination, contre l'exclusion, et comme les réseaux sociaux, naturellement, je comptais lire des commentaires. Et je me trouvais qu'il y a beaucoup de monde qui est conscient de mal enjeu. Le déchet, par exemple. Tu vois, moi, pas un récit cause assez la santé, parce que c'est un thème extrêmement important, qui nous est bizarre à causer. Comment l'environnement, comment l'économie impacte la santé. Avec crise climatique, nous regardons de plus en plus ça, et comment il a affecté les gens âgés, les gens qui travaillent dehors. Alors, encore une fois, comment l'environnement, l'économie affectait la santé du monde, et y compris de la santé mentale. En tout cas, ce qui est intéressant à dire, c'est que nous sommes d'accord que plus une population informée, plus c'est capable, en mesure, de prendre une bonne décision pour l'avenir, et ça va nous aider à causer là, je gagne la chance aussi, à travers les réseaux sociaux, à travers les citoyens engagés qui prennent la parole, je gagne la chance d'accéder à cette information-là, et pour qu'ils se décident éventuellement d'invenir à l'avenir, je prends l'information. L'information est centrale, et les gens qui bloquent, ils bien connaissent ça, parce qu'ils sont liés à la démocratie, à la participation. Si vous prenez l'information, qui vous posez? Vous connaissez, non? C'est pour ça qu'il y a un verrouillage et contrôle l'information. Il est essentiel qu'il y ait un Public Information Act pour qu'il y ait l'information publique, d'intérêt public, disponible à tous citoyens. Merci Adi, c'était un peu le but de notre podcast, partager les informations, partager les insights qu'on dit en anglais. Donc, on a appris beaucoup de choses et nous espérons nous bandits qui béguettent nous aussi et apprendre beaucoup de choses. Moi, je suis bien content si tu m'apprends beaucoup de choses. Merci beaucoup. En tout cas, moi, on apprend beaucoup de choses. Donc, merci beaucoup. Merci, Azut.